Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, médaillée internationale en athlétisme. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière. Dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour de ces sujets tabous, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres puissent le découvrir. Dans l'épisode du jour, un triple champion du monde de boxe française. Il est entrepreneur, fondateur du groupe Nokefa. Ça s'inspire. Ça c'est en bowling, mais c'est un père, mais également l'auteur d'un livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Bonjour Enoch Efa. Bonjour Vanessa God. Ça va? Ouais, ça va, on pourrait presque dire bonsoir parce que chez moi il est minuit 47, chez toi il est 23h47 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vient d'atterrir à Accra au Ghana. Exactement. Ce podcast qui a eu du mal à se faire parce que ça fait un moment là qu'on se donne des rendez-vous, il y a eu différents problèmes techniques, il y a des problèmes de calendrier, d'emploi du temps, mais on est là aujourd'hui et je suis ravie de t'avoir. Ah bah de même. C'est que ça devait se faire aujourd'hui. En plus, c'est hautement symbolique à Accra et pour la mission que j'ai amenée ici, c'est vraiment hautement symbolique ce podcast. Ça tombe vraiment bien. Oui, moi je crois aussi au symbole et je crois que les choses n'arrivent jamais par hasard et surtout je me dis que malgré la fatigue du voyage, tu as tenu à être là ce soir, donc je suis particulièrement honorée. Merci beaucoup à toi. Donc dans ce livre, justement, qu'est-ce qu'on y apprend? Je sais qu'il est pas très loin de toi, là. Montre-nous à quoi ressemble la couverture. 12 rounds pour exister au-delà des échecs. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre sur la photo, c'est pas photoshopé. Non, parce que récemment, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant naïvement, ah, vous étiez beau quand vous étiez jeune. C'était une étudiante, ils étaient en groupe. Je lui ai dit, c'est sympa, mais c'était il y a 6 mois. Et donc, 10 grammes pour éviter au-delà des échecs. Moi, je pense peut-être qu'en lisant le livre et en le vivant, ça donne peut-être un coup de sagesse, peut-être. Et en le transmettant, en fait, par le biais des conférences et des ateliers, notamment pour des groupes étudiants comme ceux dont elle faisait partie, bah, on a peut-être une posture qui peut laisser croire qu'il y a un écart entre la photo qui est volontairement provocatrice et celle qui partage. Mais je pense pas que j'ai vieilli en 6 mois, que j'ai pris des années, quoi. Comme dit l'expression black don't crack, tu vois, c'est. Voilà. Bah, je prends. Merci. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, en dehors de ta sagesse dont tu viens de nous parler. En fait, si tu veux, dans ce livre, quand les éditions Erol m'ont proposé d'écrire, d'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que c'était la deuxième fois qu'une maison d'édition me le proposait, mais là, ça correspondait vraiment à ma dynamique. J'ai dit, je voudrais que ce soit un livre qui se vive, qui s'expérimente. Pourquoi? Parce que c'est le mouvement et l'expérimentation qui a forgé mon parcours et qui a forgé la personne que j'aspire à être, en fait. Et que j'ai aspiré à être dès que j'ai commencé ma carrière d'athlète de haut niveau. Donc, je me suis dit, dans ce livre, je vais proposer 3 phases. Une histoire, une anecdote, une leçon tirée et un challenge. Et au lieu que ce soit des chapitres, ce serait des rounds. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, on fonctionne sous forme de cycle et qu'on fonctionne pas du tout de manière chronologique ou chronométrée. Tu vois? Je pense que il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent buter pendant 50 ans sur le même cycle, en fait. Ils peuvent être bloqués au même round. Donc, du coup, dans ce livre-là, tu trouves des challenges qui te permettent, dans la première étape, dans la première phase, de bâtir tes victoires intérieures. Quand je dis bâtir ses victoires intérieures, en tant qu'athlète de haut niveau ou en tant qu'individu, moi, j'ai été confronté au fait de savoir clairement qu'est-ce que je voulais être ou qu'est-ce que je voulais devenir. J'ai été confronté clairement à me poser la question de comment tu matérialises au quotidien. Ça donne quoi au quotidien? Des actions pour être champion du monde et tout en étant en équilibre avec les autres sphères de ma vie. Et ces questions-là, en fait, quand j'ai toujours écrit, même si à l'époque on disait que j'étais caché, parce qu'on pouvait souvent écrire, j'ai toujours des carnets qui traînent autour de moi. Ben, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand tu les expérimentais, ça restait plus. Ça te permettait d'avoir une marge de manœuvre et puis une marge de progrès qui était plus prononcée que si tu lisais. Donc ce livre-là, en fait, c'est ça. Dans 3 phases,
tu expérimentes, tu en tires une leçon et je te challenge. Sur 12 rounds, voilà. Je disais tout à l'heure justement que tu es fondateur du groupe Nokefa. C'est un accompagnement pour dirigeants. Selon toi, en quoi est-ce important de se faire accompagner? Parce que c'est de ça aussi dont il s'agit dans ton livre, puisque tu parles d'expériences de vie, de leçons tirées et de challenge. Donc c'est pour leur permettre d'avancer. C'est un peu un coaching, mais qui est pas face to face, c'est pas one to one, enfin one to one avec ton livre en fait, en quelque part. Donc j'imagine que c'est dans une démarche de coaching et de les tirer vers le haut que tu as écrit ce C'est ça livre. en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux que les personnes puissent s'autoriser à voir plus loin. Et quand tu vois plus loin, tu vois, ta base, elle est plus solide pour aller vers le haut. Le sport de haut niveau te montre souvent un focus axé sur la performance, mais on te montre pas assez en fait ce qui te permet de voir loin et en profondeur. Et aujourd'hui, tu as besoin absolument d'être coaché, même si tu es un coach, d'être coaché. Et ce livre, en fait, il s'avère qu'il il joue le rôle de coach, mais qui t'invite à aller te faire accompagner et à aller chercher en fait cette vulnérabilité permanente dans laquelle tu vis, qui permet de performer. Parce qu'à partir du moment où tu performes, tu acceptes de te déconstruire de manière permanente pour pouvoir en fait t'améliorer et arriver à performer sur cette vulnérabilité. En fait, elle se transforme en force et ça peut être une force exponentielle si tu acceptes d'être accompagné. Donc du coup, avec ce livre, normalement, qui t'invite à aller te faire accompagner, si jamais tu es assez smart et que tu es bien entouré et tu sais chercher, tu te diras tout de suite, ben, il faut que j'ajoute à ça un accompagnement humain. Et l'humain, justement, c'est ce qui fait ton histoire, parce que c'est fou. Tu deviens triple champion du monde de boxe, alors qu'en fait, tu le dis, la boxe n'était pas ta passion. Là, il faut aller chercher il faut aller chercher. Je sais pas ce qu'on va chercher parce que la boxe, il faut déjà pouvoir être capable de prendre des coups. La vie t'en donne déjà beaucoup, mais là, c'est physique, tu vois. Il faut cette capacité cette résilience à continuer à en prendre et rester debout. Mais comment on choisit la boxe dans toutes les possibilités de sport qui existent? Pourquoi la boxe? Pourquoi pas le vélo, l'athlétisme, j'en sais rien, que sais-je, le football comme d'autres? En fait, je sortais du foot quand à l'époque ma mère est décédée. Du coup, moi, je faisais aussi ça pour lui faire plaisir. Elle m'avait inscrit au foot alors que je savais qu'elle n'avait pas forcément les moyens. Et je me suis retrouvé très vite à serrer la main du président de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac. Alors je dis qu'il s'appelle toujours, hein, à participer et à jouer dans des grands clubs. Et quand il est parti, en fait, c'était le premier apprentissage dans ma vie, c'est que toutes les motivations extérieures sont moins puissantes que les motivations intérieures. Du coup, elle est partie et mon rêve d'exceller à travers le foot est parti en même temps. Et du coup, par rapport à la boxe, qui est, comme tu l'as tout justement dit, c'est pas du tout une passion, ça l'est toujours pas. J'allais comparer ça avec un accouchement, mais j'ai jamais accouché et j'accoucherai jamais. Et j'essaie de faire l'analogie avec ça pour te dire que, tu vois, sur le moment peut-être de l'accouchement ou sur le moment de l'entraînement, on va dire, c'est pas le moment le plus funky, mais le fait de corréler ce que tu as eu en tête avec l'impact que ça peut donner et d'accepter le prix qui va entre les deux, c'est-à-dire d'accoucher d'un titre ou quoi que ce soit, en fait, les deux parties là, le chemin parcouru et l'impact, c'est ce qui fait vibrer, quoi. Tu vois. Mais le combat en tant que tel, la partie compétition, la partie gestion politique du sport, et pour l'avoir vécu en ayant été en équipe de France et tout ça, bah, je confirme, c'est pas ce qui me passionne le plus, en fait. Et j'ai pas assez d'adversité, en fait, à partir du moment où j'ai compris que la motivation n'était pas extérieure, j'ai compris qu'en fait, je me forgeais en tant que bonhomme, en tant qu'individu, au-delà d'aller chercher des titres. Et maintenant, après, de l'héritage que j'ai eu vis-à-vis grâce à une personne comme ma mère et aussi comme mon père, mais notamment comme ma mère, elle me disait, si tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, bah, si je le fais, autant devenir champion du monde. Et je m'étais fixé 5 ans. Et ça me permettait de devenir ce meilleur individu qui prend ses responsabilités, parce que j'avais cette définition de c'est quoi être un bonhomme. Un bonhomme, pour moi, c'est quelqu'un qui s'engage et qui prend les responsabilités. Et l'une des responsabilités que j'avais à l'époque, c'était de trouver un moyen de sortir des services sociaux et de faire sortir ma fratrie, en fait, de ces services sociaux. Et avec le statut d'athlète de haut niveau, je me présentais un dossier potable pour pouvoir prétendre à une émancipation, prendre mes responsabilités en tant que grand frère. Donc si le prix à payer, c'était d'échanger des coups, m'entraîner 11 fois par semaine, ça c'est rien. Autant le faire à fond et aller chercher le titre mondial.
c'est aussi une manière aussi de pas stresser, aussi de fixer un objectif qui est haut. Parce que si c'était d'aller chercher champion de Paris, champion de France, ça aurait été stressant, ça. Surtout Mais pour Fofus, champion du monde, au moins. mais ce que j'entends bien que la boxe est un moyen. Mais comme ça aurait pu être pour le karaté, comme ça aurait pu être pour le judo, comme ça aurait pu être le taekwondo, peu importe. Pourquoi spécifiquement la boxe? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers la boxe plutôt que vers autre chose? Bon, en fait, j'ai eu ma première connexion ou reconnexion avec l'humilité et valeurs travail. Euh, Ça a été en fait dans toute cette langue française en fait. Je me suis pris une correction. Et en plus de ça, tu sais, on a tous nos références quand on est jeune. Et là, je vais prendre un peu le prétexte, là, l'occasion du décès de quelqu'un qui a forgé ma jeunesse. Akira Toriyama, tu vois, c'est quoi? Oui. Bah voilà, Dragon Ball Z, c'est ce manga japonais en fait. T'as le principal personnage qui s'entraîne juste pour, alors s'il y a moyen de sauver le monde, tant mieux, mais c'est juste devenir meilleur, tu vois. Et quand tu vas dans une discipline comme la boxe, tu comprends que tu peux jouer au foot, tu joues au basket, mais tu joues pas à la boxe, c'est un art de vivre. Et dedans, ce qu'il y a dedans, en fait, tu peux le transposer en fait dans ton quotidien. C'est-à-dire que j'ai appris à augmenter mon focus pour la boxe et à augmenter mon focus aussi dans mes cours. Et je m'entraînais en fait au boulot à vaincre ma timidité et le fait de parler, parce que j'ai changé un peu mes références. De cette manière, bah, t'es là, tu passes du gars qui marche droit, et qui tient les courses derrière sa maman, à celui qui conjugue limite, le verbe wecher à tous les temps. Et donc, tu deviens un peu pas timide, mais t'es hésitant quand tu as affaire à des personnes avec lesquelles tu fais des pizzas, par exemple. Ben, tout était transposable. Et tes références, quand tu as des références comme Dragon Ball Z, tu apprends que quand tu as un art de vivre comme celui de la boxe, tu peux transposer les compétences que tu développes dans cette discipline à d'autres choses que tu fais à côté. Et donc, du coup, le fait d'avoir choisi la boxe, c'était pour moi une manière de choisir de vivre. Et donc, ça dépassait le sport. Donc, quand j'ai testé le tennis, j'arrivais, mais j'avais pas le moyen de continuer, il fallait avoir un coach personnel, individuel. Et je vais dans cette salle, je me prends cette correction. Et ça a été cette correction a été la connexion avec moi. Parce que ça m'a connecté à des valeurs comme le fait de se dire, mais en fait, en boxe, il suffit juste d'un coup pour que ta carrière s'envolée, ça peut être à l'entraînement. Et des coups, t'en échanges. Et par contre, tu peux en retirer des choses qui forgent ton caractère. Et là, aujourd'hui, je mets des mots dessus. À l'époque, c'était waouh! Mais c'était. Et c'est pour ça que je m'étais fixé aussi que 5 ans. Pour moi, au bout de 5 ans, c'était fini. Quand tu parles, je retrouve un peu cette espèce de sagesse, de calme de Jean-Marc Mormec. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lui parler, de le fréquenter un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de philosophie de vie, de sagesse autour de la boxe que je retrouve. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas échangé avec Jean-Marc, mais on sent vraiment qu'au-delà du sport en lui-même, c'est vrai qu'il y a tout un univers tout autour et qui émane de cet art de vivre, comme tu dis. C'est vraiment un art de vivre. Donc finalement, pour revenir sur ton histoire, tu deviens donc champion du monde, tu montes ton dossier et tu sors ta fratrie de comment ça se passe après? Bah, en fait, concrètement, moi, j'arrive à mes 21 ans à devenir champion du monde. Et là, quand je te disais tout à l'heure que c'est assez symbolique le podcast qu'on fait, c'est que j'intègre une école, un groupe qui s'appelle le groupe IGS, pour faire un premier voyage en Afrique, et j'y découvre en fait l'histoire de mes parents. Et je réponds à la question, j'arrive à répondre enfin à la question. Souvent, la question qu'on me pose quand on me rencontre, c'est laquelle? Euh, Quel sport tu fais? Je sais pas, par rapport à tes muscles, j'en sais rien. Je sais pas, en général, c'est plutôt, bah, tu viens de quelle origine? Ah ok. Donc, imagine, toi, Oui. t'es dans la vingtaine, tu réponds, tu viens de Melun, parce que moi, je suis né en France, et j'ai jamais eu de dilemme identitaire, tu vois. Pour mes parents, tu peux être français et d'être ton pays d'origine. Mais je voyais que pour les gens, il y avait ça. Moi-même, je devais me questionner sur qui je devais devenir. Donc, à l'époque, il fallait que je réussisse à trouver une école qui accepte un projet de s'entraîner 11 fois par semaine, d'accord? Plus de pouvoir bosser,
Dès que je bosse et que je fasse rentrer le revenus pour qu'il soit solide et récupérer qu'on puisse sortir de ces situations-là. Et en l'occurrence, il fallait que ça tienne avec le projet sportif. Moi, me forger mon caractère et qui accélérer. J'ai fait ce premier voyage. Le groupe qui a accepté aussi qui a accepté que ma scolarité se passe comme ça. En tant qu'athlète de haut niveau, qui s'entraîne 11 fois par semaine, plus qui va aller bosser, c'est le groupe IGS. Un an après mon premier voyage du coup au Ghana pour répondre à cette fameuse question de tu viens d'où, j'ai appris l'histoire. Bah, en fait, je suis devenu champion. Je suis allé chercher, ça, c'était ma ceinture. Et c'est la première. Et celle qui a le plus de sens n'est pas là parce que sinon, à l'aéroport, on m'aurait pris la tête avec bien plus imposante. Et quand je suis devenu champion du monde 4 ans et demi plus tard, si tu veux, je regarde cette ceinture, j'atteins mes objectifs et je me dis, so what? Ça se mange pas. T'arrives à la gare de Lyon, parce que je suis revenu à la gare de Lyon, j'avais fait mon championnat dans une ville qui était reliée à la gare de Lyon, tu vois, il n'y a rien. Et je me suis très vite posé la question, mais ça sert à quoi ça? Tu vois? Mais la chance que j'ai eue, c'est de ne pas être passionné et d'utiliser la boxe comme moyen de vivre, d'entreprendre ma vie et pas d'entreprendre dans ma vie. Donc, concrètement, en 4 ans et demi, je devenais champion du monde, diplômé, avec des compétences et surtout les yeux sur mon identité, ça, et j'étais confronté à quelque chose d'autre, c'est que les athlètes ne pensaient pas à long terme. Et les gens qui étaient autour de moi ne rêvaient. Et c'est ce qui m'a amené à entreprendre des actions et à continuer dans la boxe. Parce qu'en fait, au Ghana, si tu veux, c'est un peu la boucle que je veux boucler. Je veux leur montrer en fait que au-delà de la ceinture, au-delà de la performance, il faut du sens. Donc cette ceinture, elle symbolise ça. Ils vont la prendre, je vais la passer et je vais leur dire, bah, écoutez, en fait, finalement, moi, ma plus belle ceinture, c'est pas celle-ci, c'est celle que j'ai eue après. Et au final, c'est ce que j'ai à transmettre. C'est ce que je me suis permis d'être et maintenant, c'est ce que je me permets de transmettre. Donc cette ceinture, en fait, c'est un outil pédagogique pour moi. Celle qui a le plus de sens pour moi, elle est à la maison. Elle est un peu plus grosse. Elle a été gagnée dans des conditions dont je suis particulièrement fier parce que j'ai organisé moi-même avec des amis un championnat du monde et le but c'était de pouvoir installer des détecteurs de fumée dans les immeubles insalubres suite à un incendie qui avait fait 17 personnes décédées, dont 14 enfants, dans l'un des quartiers dans lequel j'ai grandi. Et c'est là où j'ai vu qu'avec mon sport, je pouvais créer de l'impact. Le sport ne devait pas se pratiquer seul, par une petite fédération de je ne sais pas quoi, non. Avec une vision qui émanait, qui venait vraiment, et des compétences à entreprendre et créer de la valeur. Donc cette ceinture, je la ramène en guise d'outil pédagogique. On est en Afrique, vous rêvez tous. Le Dorado, il est déjà ici. Il y a des ressources, il y a des matières premières et sous vos pieds. Permettez-vous d'être pour ensuite pouvoir transmettre. Et là, cette ceinture va vous expliquer que voilà, j'ai gagné des milliers de cents en termes de prix, j'ai gagné des milliards en termes de valeur. Au-delà de ce qu'elle représente comme outil pédagogique, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Alors celle-ci, c'est une ceinture déclic. La performance, c'est bien, et il faut aller au-delà. Il faut se construire. Ça représente aussi une fierté d'avoir pu. Ah, tu sais, quand tu crois que le bleu, blanc, rouge, hein, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que demain, si tu dois transmettre le message en fait à des enfants ou à d'autres, sur le fait qu'il faut pas rougir de porter un maillot, tu l'as vécu. Tu vois, c'est quoi en fait utiliser ta santé, tes rêves pour sublimer un maillot. Cette ceinture-là elle représente tout ça. Et pour moi, le mot le plus fort, c'est le déclic. Ouais, en fait, j'existe, mais à travers un lot de valeurs qui dépasse la ceinture, en fait. C'est-à-dire que je me balade pas avec ça. C'est-à-dire que voilà, j'espère qu'on retient plus le smile parce que je pense avoir le joker, je pense avoir du mordant, je pense que c'est foufou, je suis dur à suivre parce que voilà, aujourd'hui je suis à Accra, pour moi la vie, il faut la croquer, quoi, tu vois.
détermination. Tu dis pas c'est pas possible. Tu dis pas non, c'est pas possible. Je sais pas comment tu viendras dire ça. Donc cette ceinture-là, ça représente tout ça. Mais les trois, elles sont arrivées à des moments de vie qui étaient vraiment différents. Au final, c'est que des déclics parce que c'est arrivé à des cycles. C'est ça que j'explique dans le livre. C'est qu'à chaque cycle, il y a un message et ce message, il faut vraiment l'expérimenter. Il y a eu pas mal d'actions, en gros, qui m'ont amené à me questionner au-delà du sport, notamment quand il y a eu la flamme olympique qui est passée à Paris pour les JO de Pékin et 2008. qu'on a été pris à partie dans un bus, mais le bus était rempli de molards en fait. Il y avait Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, d'autres athlètes. Et David Douillet même s'était vu confisquer la torche olympique parce qu'il avait agité un pins pour un monde meilleur. Et si tu veux, 2008, il se passe ça. Et je me dis, mais c'est confirmation du fait que tu as un impact à jouer au-delà du sport. Et 2008-2009, il y a l'équipe de Barack Obama qui passe en France. J'assiste à une conférence sur comment créer du changement, mais à partir de rien du tout, quoi. C'est-à-dire que là, on parle du pays, l'un des pays les plus extrêmes au monde. Tu vois, dans la liste des pays extrêmes, les États-Unis en font partie quand même. Les gens là-bas meurent pour leurs droits. Et ils passent comme ça. Et je me rappelle que dans mon questionnement, j'avais réussi pendant 1 an à faire tout un parcours Non, pour rentrer en tant tu as dit qu'officier. les États-Unis, tu veux dire la Chine? Non, 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 non. Pour moi, l'équipe de Barack Obama, en fait, après le scénario de la flamme olympique, Ouais. dans un second temps, il y a l'équipe de Barack Obama qui vient en France. J'assiste Ok. à une conférence. Ouais, ok, jusque-là on est Et bon. ils expliquent en fait comment créer du changement à partir de pas grand-chose, quoi, de rien. Et en plus, on parle de créer du changement dans un pays qui est extrême, à savoir les États-Unis, un pays pour lequel tu meurs pour tes idées, tu vois. C'est-à-dire que Ok. là, si on parle de Barack Obama, on parle de gens qui, aux États-Unis, il y a encore le Ku Klux Klan, quoi. Il y a encore des gens qui tirent dans des collèges. Enfin, c'est un pays extrême. Il y a de tout. Il y a du bon, du mauvais, mais c'est extrême. Et quand Ok, j'ai je comprends mieux où assisté, tu voulais en venir. Parce que, évidemment, on pouvait confondre avec la Chine qui, d'une autre mesure, dans d'autres mesures, est aussi extrême. bah oui, c'est pour ça que je dis que les États-Unis font partie des pays extrêmes. Pour moi, Mm, les États-Unis, Chine et d'autres pays font partie des pays que je qualifie d'extrêmes. Pas pour les mêmes raisons, mais d'extrêmes. tout à fait. Et donc, on a quand même un représentant qui vient et qui arrive à être président dans un pays où c'est quand même extrême, ou pour lequel je sais que je devais pas être le seul à me dire, mais ce gars-là, il va rester combien de temps en vie, quoi. C'est quand même le pays dans lequel le président Kennedy est décédé, ou Lincoln a été assassiné pour des idées. Enfin, on parle des États-Unis, quoi. Et j'ai été scotché par leur discours. Là-bas, tout comme ailleurs, t'en as qui utilisaient leur art pour créer de l'impact. Et là, je me suis dit, mais en fait, Enoch, tu as des choses à faire en dehors des rings. Et là, je me suis intéressé aux écoles de commerce et j'ai proposé mon projet d'accompagnement au retour à l'emploi par le sport à l'incubateur de l'école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Mhm. Et j'ai été sélectionné sur pas mal de dossiers, comme dossier novateur, quoi, comme projet novateur. Et là, je me suis dit, ben voilà, je vais rentrer là-dedans, dans l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat social et solidaire. Mais je vais continuer à avoir cette vie d'athlète de haut niveau, parce que pour moi, être champion et avoir un titre, il y a une différence entre avoir un titre et être champion. Être, c'est un état d'esprit. Avoir, c'est un statut. Pour moi, il fallait que je continue à être. Et donc voilà. Et de temps en temps, bah, je suis revenu sur le ring, relever des défis, sauf que j'organisais ou je co-organisais. Tu connais les ficelles, tu sais lire des contrats, tu sais travailler avec une fédération. Et à côté de ça, ça créait de l'emploi, ça impactait les dirigeants. Tu pouvais accompagner des publics féminins à lancer leur boîte. Et ça faisait des choses avec de l'impact autour des valeurs de la boxe. Jackpot. Donc cette carrière, j'ai mis, on va dire, un point de suspension à partir de 2008, mais je suis revenu comme ça en pointillé jusqu'en 2017. Ok, je comprends mieux je, la manière dont tu as construit la suite. Finalement, tu as toujours fait des allers-retours entre, je sais pas, j'ai l'impression que tu t'éloignais un peu pour construire le reste et puis que tu revenais aux bases, tu revenais tout le temps chercher, je sais pas ce que tu revenais chercher, mais que cette vie d'après s'est construite tout en revenant régulièrement, ce qui est pas mon cas ou ce qui est pas le cas de beaucoup de sportifs. Une fois qu'on ferme la porte,
on passe complètement à autre chose. On revient pas. Enfin, quand t'es athlète, c'est difficile de revenir sur une piste de longueur parce que bah tu vas sauter 3 mètres. T'as pas envie de sauter 3 mètres. Donc tu passes complètement à autre chose. Et pour certains, justement, le fait de passer complètement à autre chose, c'est compliqué. Est-ce que tu as eu ce sentiment qu'arrêter ta carrière, ça a été un moment difficile? Déjà, est-ce que ça a été difficile d'y mettre un terme, de prendre la décision d'arrêter? Je te dirais deux choses. Pour moi, tu continues ta carrière là au moment où tu me parles. C'est juste que on nous a habitués à fonctionner, à nous caractériser ou à nous identifier sous forme de fonction. Pour moi, le sport fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Et la plupart des athlètes font en sorte que leur vie soit autour du sport. Pour moi, ma vie, c'est autour de mes valeurs et de mes rêves. C'est pas, le sport fait partie de ma vie. C'est-à-dire que, euh, dans le parcours dont je te parle, j'ai tout de suite mis le sport dans un second cercle. S'il faut le faire, autant bien le faire. C'était un moyen. C'était pas qui tu C'est étais. un C'était moyen, un hein. moyen. C'est ça. C'est voilà. Et aujourd'hui, si on a beaucoup de problématiques liées à la reconversion, aujourd'hui, on parle de la reconversion des athlètes de haut niveau, mais on a la même chose avec les burn-out ou tous les phénomènes professionnels qui existent avec les maladies modernes, c'est qu'ils mettent leur boulot et leur passion au milieu de leur vie, c'est-à-dire qu'ils en font leur identité. Ils Donc, fusionnent. pour ma part, Ils fusionnent. Ils sont qui ils oui, sont. Ils font ce qu'ils font. On sait plus. On peut plus démêler la c'est fonction de ça. qui on est. Et du coup, et les personnes, je pense, après, là, c'est toi qui vas pouvoir nous répondre un peu plus. Et c'est là où je pense et j'insiste là-dessus sur le fait qu'il faut accepter de se faire accompagner. Mais je pense qu'après, les gens, ils confondent le fait de rater quelque chose et être un raté, un ou une ratée. Tu vois? Avoir raté et être raté, c'est pas pareil. Mais quand tu mets ton boulot au milieu, c'est un socle de valeur avec des rêves et c'est inconditionnel. Et ça peut prendre, du coup, différentes formes. Tu vois? Que de l'eau soit dans un verre ou dans une bouteille en plastique, ça reste de l'eau. Bah là, c'est pareil. Moi, au cœur, bah, c'est ça, que ça prenne la forme de la boxe ou de l'entrepreneuriat. Il y a des rêves, il y a de l'impact à créer, et puis comme tu l'as dit, c'est un moyen, un tremplin, mais c'est pas ce qui me caractérise. Mais est-ce que le fait que la boxe ne soit pas ta passion au départ te permettait aussi plus facilement de dissocier? Est-ce que si tu avais été un hyper grand passionné de boxe et que tu en rêvais toute ta vie, etc., peut-être que ça aurait été plus difficile de dissocier. Non, je pense pas, en fait, si tu veux, euh, ce que je suis en train de vivre, après, peut-être que c'est une chance ou un luxe, mais je suis en train de vivre la différence entre plaisir et bonheur. Quand tu as quelque chose qui te fait plaisir, c'est d'abord, ça te motive, ça te passionne, tu as le goût tout de suite, et ensuite, voilà, et puis tu vas rechercher ce goût, ça te crée une addiction. Tu vois, on arrive à avoir une addiction au plaisir. Le bonheur, en général, je pense que ça se construit après le fruit d'efforts, de prix à payer, d'investissement, certains diront même sacrifice. Et là, il y a quelque chose qui se libère en toi, qui te fait dire, ah, mais si c'était à refaire, je le referais quand même. Tu vois? Et là, moi, pour moi, je vis un bonheur depuis plus de 20 ans où j'utilise les valeurs de la boxe, mais sous différentes formes. Et du coup, ça devient une passion, mais qui émane d'un effort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'a été offert. J'ai dû aller chercher et gratter les choses et apprendre à faire les choses parce que j'en avais besoin et pas parce que j'en avais envie. Et ces besoins, en fait, le fait de me voir réaliser des choses, me réaliser, a créé une passion. Mais c'est pas parce que j'étais passionné que je suis allé chercher ces choses-là. C'est parce que j'ai répondu à ces besoins-là que ça a créé une passion. Aujourd'hui, je suis passionné par l'art de vivre de la boxe. Mais je suis toujours pas passionné par la compétition, aller mettre quelqu'un KO ou les compétitions extérieures. C'est pour ça que j'ai du mal même à être jaloux ou quoi que ce soit. Je suis passionné par la réussite des gens parce qu'à partir d'un moment, si à un moment je vois que je suis en dette de choses, je vais aller me fixer des défis intérieurs sans même que tu sois au courant. Je vais me lever à mon heure le matin super très tôt. Je vais faire mes trucs, tu vois. Donc, c'est parce que j'ai trouvé le moyen de créer ma passion qui émane vraiment d'une motivation intérieure, donc ce que j'appelle le bonheur, que ça me permet aujourd'hui de faire ça pendant 20 ans. Et c'est pas forcément plus facile. Oui, c'est peut-être plus facile, t'as raison. Parce qu'à partir d'un moment, pour moi, c'est pas cet outil qu'est la boxe ou qui me définit. Contrairement à beaucoup d'autres qui aujourd'hui, quand on se revoit, des fois on se fait la blague, bon, on se revoit dans 5 kilos. Parce qu'une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, bah, ils arrêtent le sport, ils arrêtent le tout.
moi, j'ai pas envie d'arrêter le sport. Aujourd'hui, tu me vois, j'essaie de rester fit. Je suis à plus de 115 kilos aujourd'hui, mais je reste fit parce que c'est plus quelque chose qui m'anime. C'est un lifestyle. Mais pas besoin d'avoir une ceinture pour ça. On va revenir sur un épisode de ta vie qui est particulièrement difficile, particulièrement douloureux, où tu fais finalement le choix de la vie. Et j'ai l'impression que tu parles de bonheur, tu parles de plaisir, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ce déclic-là qui fait que tu en arrives à se dire j'ai choisi la vie et j'ai choisi la vie dans son entièreté, dans son amplitude, pour que Oui, quitte à être là, autant bien le vivre. Et c'est ce qu'on retrouve finalement en fil rouge, ce que tu disais, quitte à faire de la boxe, autant être champion du monde. Voilà, autant bien le faire. Pour revenir, pour que tout le monde puisse comprendre, je sais que tu as déjà compris de quoi je parle. Je sais que je vais te laisser raconter parce que c'est tellement un épisode assez particulier que je voudrais pas moi raconter pour ne pas mélanger les pinceaux. Mais je sais que tu étais un petit garçon qui regardait la télé et ta belle-mère est venue enceinte te voir pour parler d'un geste qu'elle allait commettre. Et finalement, le petit garçon que tu étais n'était pas en mesure de lui répondre à hauteur de son besoin. Donc, tu l'as laissé faire. Je te laisse raconter cette histoire. Mm. Oui, c'est là où tu vois que l'écriture, hein, en plus d'aller voir d'accepter de vous faire accompagner, si vous pouvez écrire, ça peut être libérateur. Cette histoire-là, en fait, elle m'est venue quand je me suis posé la question sur quels ont été mes déclics. Et donc du coup, t'es petit garçon, t'es là et t'assistes à une dispute parentale, comme il y en a. Hein. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 8 ans. Ok. Mon père se dispute avec ma belle-mère et puis à un moment elle dit ouais j'en ai marre de lui, machin, patati patata, je vais me suicider. Et je regardais la télé, j'étais avec son fils qui est du coup mon demi-frère, je sais qu'elle attend un bébé et ça m'agaçait, ça m'énervait qu'on vienne me voir moi pour me raconter une histoire comme ça quoi. Et donc je lui dis bah vas-y. Donc elle se dirige vers ma chambre. Euh, Aujourd'hui je vais faire une blague qui est vraiment on va dire ça, j'exagère en disant ça, mais elle aurait pu choisir une autre chambre quand même. Hein. Et elle passe par la fenêtre. Et elle passe par la fenêtre, mais sur le moment, j'avais envie de crier non, mais il n'y a aucune voix qui sortait, quoi, en fait. Parce que pour moi, j'avais envie de dire, mais limite, mais je rigolais. Enfin, pour moi, c'était à cause de moi. Et le réflexe qu'il fallait absolument pas avoir et que j'ai eu, c'est de regarder par la fenêtre. Et j'avais l'impression qu'elle avait encore les yeux ouverts en train de me regarder. Et donc, quelques jours plus tard, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut se faire accompagner. Quelques jours après, bah, tu te retrouves bah, dans ta chambre. Ton père, il est au travail. T'as subi ou t'as suivi des interrogatoires de la police sans te rendre compte que tu te faisais interroger parce que on te ramène dans une maison, on t'offre tout ce que t'as offert en termes de nourriture et tout. Et on te questionne pour savoir si c'est pas ton père qui l'a poussé ou quoi que ce soit. Ça a été ça. Moi, je négociais des bouts de jambon à l'époque pour que, mais je savais que mon père avait rien fait et même si des fois il m'agaçait et que j'avais envie de dire ouais, pour la peine, non, je déconne. Mais du coup, je suis revenu à la maison, quoi. Non, à 8 ans, je pense que Et je tu te rends compte des conséquences déjà. bah oui, après mon père, comme beaucoup de parents, je pense qu'il a commis des choses plus jeunes où il pensait être dur, il pensait que c'était nécessaire d'être très dur. Et des fois, en tant qu'enfant, tu peux te retrouver à dire, bah voilà, c'est bon, on sait jamais. Quand t'as un parent qui est très très dur avec toi, Je mais peux bon. comprendre. Mais là, le cas échéant, ça n'a pas été mon cas. J'ai bien mangé et négocié mes bouts de saucisson avec les policiers. Là. Une fois rentré à la maison, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te retrouves dans ta chambre, la fenêtre par laquelle cette personne est passée. Et moi, je me suis dit, bah, faut que je me fasse pardonner quand je me suis mis sur le bord de la fenêtre. Et j'étais en train comme si j'étais en train de m'exercer, quoi. Je regardais en bas, j'avais encore ses yeux encore rivés sur moi. Et comme pour faire mon dernier saut, bah, en fait, là, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. Après, tu sais, t'en parles pas parce qu'on peut vite te croire que t'es. Mais ces images-là, en fait, c'était, tu vois, c'était la petite maison dans la prairie, Charlie Ingalls. Je sais pas si t'as connu cette série-là. Bien sûr. C'était pendant des années, moi j'ai cru que j'allais avoir ma Caroline qui allait m'enlever mon chapeau. Et c'était ça, tu vois. Il était une fois la vie, le bonhomme barbu, là.
qui lui expliquait comment on pouvait fabriquer du muscle. Comme moi, j'étais un peu rondelet, bah, je suis redescendu de ma fenêtre, tout tremblotant. Et concrètement, aujourd'hui, je mets des mots dessus. C'est là où j'ai décidé de vivre pour quelque chose, pour bâtir quelque chose, pour bâtir une nouvelle famille, avec les références que j'avais, en fait, qui étaient des références virtuelles. Et je pense que ça a été mon premier gros déclic, enfant, d'utiliser la puissance de la visualisation, la puissance du rêve, et aussi de faire des ponts. Je me rappelle, je faisais des ponts comme je pouvais. Je sautais, je faisais la grenouille. Parce que dans Il était une fois la vie, il disait qu'en buvant du lait et en faisant du sport, on pouvait devenir musclé. Et j'en avais marre d'être rond. Très rond, d'ailleurs. Donc voilà. Et tu dis une phrase que j'aime beaucoup, tu dis pour vivre pour quelque chose au lieu de mourir pour rien. Et je pense Exactement. et je pense que c'est presque ton leitmotiv c'est un truc que tu te répètes, presque un mantra, quoi. Quand tu parles de ta vie Ouais. aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te dis, quitte à vivre, autant en faire quelque chose. Faire pour les autres, faire pour soi, mais faire, quoi. Ouais, faut faire. Faut faire à partir de soi. Je pense, je prône l'égoïsme altruiste. C'est de faire à partir de soi, mais en sachant que sans le décréter, le crier partout, tu sais que ça va impacter les autres. Ce que tu es pleinement risque d'inspirer. Et aujourd'hui, je préfère mieux peut-être inspirer que même de conseiller. Au-delà de conseiller, je préfère inspirer. Donc autant vivre pour quelque chose que de mourir pour rien. Quand je dis mourir pour rien, toi et moi, on peut être là, en train de parler, et ne pas avoir de but. Toi, tout à l'heure, tu as énoncé le but du podcast. Mm. Et pour moi, quelqu'un qui a pas de but et qui n'a pas de pourquoi, il est mort, en fait. Il est mort dans le game, il est mort dans le game de la vie, quoi. Dans ce jeu sérieux qu'est la vie. Donc, même si jusqu'aujourd'hui, cela me vaut des fois d'être appelé Monsieur Pourquoi et ainsi de suite, ça, je m'en contrefiche. Je préfère mieux vivre pour quelque chose que de mourir pour rien ou d'être un mort vivant. C'est clair. Et si je le fais, je le ferai à fond. C'est-à-dire, il n'y a pas de, je viens et puis je vais faire les choses en dilettante. Dans ce cas-là, je préfère mieux rester allongé. Donc, tu prends ta retraite, tu commences à créer ton entrepreneuriat, etc. Quelle est la première... Alors, on a bien compris que tu es parti à l'ESSEC, tu construis quelque chose. Quelles sont toutes les boîtes, j'ai envie de dire, que tu construis? Parce que je sais qu'à un moment même, tu as eu une salle de sport, non? Tu as fait plein de Oui, je te choses. montre. En fait, tout autour du sport. J'ai toujours tout fait autour du sport. J'ai une seule colonne vertébrale, c'est les valeurs du sport. Les valeurs du sport pour former, pour impacter, inspirer, pour remettre en forme. Donc, ce que j'ai fait après, c'était de monter pendant... Une fois, il y a BFM TV, pour pas les citer, qui sont venus. La chaîne est venue avec son équipe sur le terrain pour voir comment j'utilisais le sport pour accompagner les jeunes à l'emploi. Après, mon standard téléphonique, en fait, il a pété, il a explosé. Je me suis dit, mais pourquoi pas avoir un lieu physique qui soit pas un lieu municipal où tu négocies des créneaux. Et là, j'ai eu l'idée de mettre en place un lieu où je pouvais toucher aussi un public en B2B, en B2C, pardon, de toucher des particuliers. Mhm. Mais où ça? Dans des centres-villes où je sais que les villes, dans des villes où il y a, le chômage était moindre. Donc, je me disais que ces particuliers-là allaient avoir, eux aussi des entreprises dans lesquelles on pouvait rentrer en tant qu'athlète de haut niveau pour faire les conférences et formations et proposer à ce qu'elles puissent ouvrir les portes à des jeunes euh, qui chercheraient de l'emploi. Tu vois? Donc à Mhm. la base, c'était juste ça, c'est je crée un lieu physique, je propose du coaching en petits groupes en utilisant la boxe, mais pas pour se taper dessus, c'était pour se défouler, gérer le stress. Il y avait des partenariats avec des coachs qui étaient dans la sophrologie et ainsi de suite. Et après, c'est parti, on a commencé par 70 mètres carrés. Après, ça s'est transformé en 800. Après, ça s'est transformé en franchise. Et dans ces salles-là, je recevais les entreprises qui venaient faire leur team building et ainsi de suite. Et après, je commençais à faire intervenir d'autres athlètes de haut niveau que je formais pour qu'ils fassent le pont entre leur discipline et les enjeux en entreprise. Et c'est monté comme ça pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'il y ait la partie Covid où je me suis posé la question et c'est où est-ce que tu as le plus d'impact? Et comme j'ai prévenu, hein, je suis un peu, je décide, j'ai dit allez, je scratch tout et là je suis dans ma nouvelle aventure. Avant le début du podcast, justement, tu me parlais des valeurs du sport, mais également des compétences des sportifs de haut niveau que l'on peut transformer, que l'on peut transvaser, transférer en entreprise.
Oui, Parle-nous de ça, puisque je te parlais du livre de Véronique Paré, Le sport, les médailles et après, qui parle justement du fait que quand tu es sportif de haut niveau, tu développes des compétences, des appétences même des fois pour certains sujets, et que les entreprises ont tout intérêt à utiliser ces compétences-là au sein de cette entreprise pour les développer et pour presque optimiser, parce qu'un sportif de haut niveau, quand il est presque aiguisé, j'ai envie de dire, c'est une arme puissante dans le positif, hein, dans le bon oui, sens. oui, oui, bah, de toute façon, et t'as raison, hein, il faut qu'on puisse se réapproprier une arme, c'est pas forcément que pour détruire. C'est comme un outil, un marteau, c'est pas forcément pour fracasser un crâne. On est Donc une d'accord. arme puissante, Un couteau, c'est utile, et un couteau, ça peut faire très mal. voilà. Donc après, ça dépend toujours, c'est comme tout ce pourquoi on l'utilise. Euh, donc ta question, c'est quelles sont les compétences transposables qu'une entreprise pourrait utiliser, que les athlètes de haut niveau, dont les athlètes de haut niveau disposent? Non, tu me parlais avant le podcast du fait que tu as envie de parler à ces investisseurs et de leur dire qu'il était possible d'utiliser les compétences des sportifs de haut niveau au sein de Oui, leur entreprise. c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'adresse très très régulièrement en fait à des décideurs et des dirigeants. Et je m'adresse autour de quoi? Autour des compétences du sport qui pourraient leur permettre d'avoir plus d'impact. Aujourd'hui, s'il y a un message qui est clair et que beaucoup d'entreprises ont compris, c'est qu'il y a des compétences transposables, notamment si on comprend déjà que c'est un caractère avant les compétences. Aujourd'hui, tu peux avoir des gens qui sont pas coachables. Et quand tu as affaire à quelqu'un qui a accepté d'être coaché pour pouvoir performer, et même sans pouvoir être performé, pour pouvoir ne serait-ce que être assidu pour potentiellement performer, ça donne quoi en entreprise? Ça te donne quelqu'un que tu peux accompagner par le biais de formation, si tu es dans une dynamique de changement et d'accompagnement, à ce qu'il puisse acquérir les compétences qu'il souhaite. Il sera plus enclin à acquérir n'importe quelle compétence, parce que c'est déjà une force de caractère coachable. Va faire preuve de détermination, d'abnégation, de concentration. Il va pouvoir faire preuve de focus. Normalement, même dans un sport comme la boxe, j'ai un malin plaisir à dire que c'est un super sport collectif pratiqué en individuel. Il n'y a pas de self-made man en boxe. Tu peux pas être le plus fort de ta salle. Le jour où tu es le plus fort de ta salle, c'est comme si tu étais un patron qui était le plus intelligent de ta salle. C'est-à-dire que tu es très mal entouré. Et sur le marché, tu vas te faire exploser la tête, que ce soit sur un ring, comme dans le ring de l'entreprise. Donc du coup, quand tu as affaire à un athlète de haut niveau, tu sais que ce qu'il est, si tu arrives à l'aiguiser, il peut le transmettre. Et il y a un secteur aujourd'hui qui est assez fort aussi pour vraiment mettre ça en exergue, c'est celui de la formation. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas prêt à embaucher un athlète de haut niveau, apprenez-lui juste à mettre des mots sur ce qu'il vit dans le cadre de son entraînement. Donnez-lui de quoi aussi l'exprimer et de prendre la parole en public. Vous allez voir que pour transmettre des nouvelles compétences et ainsi de suite, il sera très très fort. Au-delà des consultants, des speakers qu'on peut avoir, là je vous parle de formation. Donc voilà, pour n'importe quel métier, si vous arrivez à détecter un socle de caractère que d'autres appellent soft skills, lié à de la détermination, à de l'écoute, de l'empathie, toutes ces choses-là, vous savez que dessus, vous allez pouvoir greffer des compétences et de la technique. Parce que il sait s'entraîner et répéter les choses jusqu'à transformer ça en compétences. Et c'est là où on a vraiment un réservoir, où on a un potentiel illimité dans lequel puiser au sein des athlètes de haut niveau ou des gens qui sont passionnés par le sport mais qui sont pas sur le statut d'athlète de haut niveau. Tu parles Aujourd'hui, je rencontre des... tout au long de ce podcast, tu as parlé de l'importance de se faire accompagner. Toi, tu t'es fait accompagner pour en arriver là parce qu'on sent que le sujet, il est mûri, il est maîtrisé, le langage, il est quand même soutenu, il est pointu et on a l'impression que t'étais fait pour en arriver là, quoi. Ah non, parce qu'en fait, très tôt, si tu veux, très tôt, moi, je me suis posé des questions. Si tu veux, tout à l'heure, on a parlé de l'épisode de mes 8 ans. C'est-à-dire que très tôt, je me posais des questions. Il se passait trop des choses trash. Tu vois, dans le livre, j'ai pas pu tout mettre. Tu vois? Parce que l'idée, c'est que c'est pas de dire qu'il y a un monopole de la misère ou quoi. C'est se dire qu'avec la force des questions, tu t'ouvres le champ des possibles. Et le champ des possibles te permet après de réaliser, de réaliser. Donc, du coup, euh, c'est juste parce que j'ai l'habitude de me poser des questions. Après,
au-delà des questions, j'aime bien expérimenter les choses. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, on expérimente le podcast à 1h39 du matin, mais juste, tu vois, les questions qu'on se pose, elles sont tellement stimulantes que je me sens même pas fatigué. Autant quoi qu'il arrive, à 5h30, je serai debout tout à l'heure. C'est clair et net. Tu vois? Moi aussi, j'ai des consultations, mes clients s'en moquent que je me sois couchée tard. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que j'étais fait pour ça? Je pense que je me suis construit et je me suis aiguisé à travers l'art de me questionner et d'expérimenter les questions et aussi d'accepter d'aller au-delà des échecs. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'un moment, si on parle de sport, on parle du fait d'apprivoiser la notion d'échec. Et après, bah, si tu arrives à mettre des mots dessus, bah, ça devient au fur et à mesure une expertise. Et c'est les autres qui te disent que c'est une expertise, parce que moi, je ne me suis jamais qualifié ni d'expert, ni de coach, ni quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure du temps, bah, voilà, ça a donné ça. J'ai l'impression quand tu emploies le mot échec, pour beaucoup, l'échec, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et quand on t'entend parler, au contraire, aller à l'échec, c'est pas se louper, mais c'est apprendre et progresser. C'est vraiment là encore un moyen, comme elle a été la boxe dans ta vie. Là, l'échec, c'est encore un moyen de step up, de progresser. Ah, mais carrément, c'est-à-dire que, tu sais, ce qui serait marrant, c'est que si tu interviewais les gens de mon entourage, ceux qui m'ont vu grandir, il y a, il y a ceux qui restent, qui sont là depuis 20 ans plus, et il y a tout le lot des personnes qui ont rigolé de mes échecs, parce que j'ai eu largement plus d'échecs que de réussites, en fait. Concrètement, Ah ouais, quand on t'écoute voilà. comme Donc, ça dans ce podcast, on a l'impression que le parcours, il était dessiné, t'as décidé de faire ça, ça s'est passé comme prévu, il n'y a pas eu d'écueil dans le parcours et c'est presque une ligne, j'ai envie de dire une ligne non, 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 linéaire, non. quoi, le parcours linéaire. Ah non, 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 parce que euh, pour toutes les choses que j'ai apprises, en fait, par exemple, j'ai eu le socle que mes parents ont laissé, j'ai regardé, j'ai vu ce que je voulais prendre et j'ai appris contre mon gré, en fait, ce qu'il fallait pas faire, tu vois. Que ce soit sur le plan professionnel, même sentimental, amical, tout ça, j'ai appris qu'en échouant. Et donc, si tu prends les étapes de ce parcours, tu as celles et ceux qui verront les résultats, mais moi, dans mon process, c'est pour ça que j'ai commencé par un livre autour des échecs, parce que j'ai plus échoué que j'ai réussi, en fait. Mais échouer et réussir, pour moi, c'est deux pôles d'une batterie. Et tant que la batterie, il y a de l'énergie dedans, tu peux en faire quelque chose. Si je manquais d'énergie, ou si j'étais plus vivant, là, cela, il y aura un sujet. Mais tant que je suis vivant, tant qu'il y a de l'énergie, il y a le pôle plus, le pôle moins, ça circule, hein. Ça circule. C'est un peu, voilà, pour t'imaginer les choses. Mais il y a eu plus d'échecs, plus de ce que socialement les gens appellent du moins, que du plus. Le plus, ça a été une conséquence. Aujourd'hui, là, on est en train de parler, je suis en train de retenir le fait que, ah, elle a réussi quand même à trouver une niche et à partir de cette niche-là, elle fait, ça parle de beaucoup de choses. Faut cibler ce que tu dis. Tu vois, là, ce qu'on est en train de se dire, bah, ça nous inspire. Moi, ça m'inspire, tu vois. Mais, et c'est que comme ça que je vis, en fait. Tu vois. Mais pour beaucoup, en tout cas, c'est des échecs. Bah, à eux de le voir comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le secret de notre KEFA, c'est de ne pas avoir peur d'échouer? Parce que beaucoup vivent, on dit beaucoup au foot, au lieu de jouer pour gagner, tu joues pour ne pas perdre. Et c'est vrai que ça change finalement. L'intention change la façon d'aborder l'action. C'est pas l'action qui est importante, c'est l'intention que tu mets. Et j'ai l'impression que le fait que tu n'aies pas peur d'échouer te permet d'aller encore plus loin que d'autres. Oui, bah, je pense que, tu vois, si l'échec était un individu, je ne vais pas dire une femme parce que sinon le podcast, tu vas devoir le censurer, mais voilà, je le prendrais dans les bras, je le cajolerais, je le bichonnerais, je lui dirais t'inquiète, ça va bien se passer, mais on va y aller à fond, ça va être rythmé, et mais par contre on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que si l'échec était un individu, il se dirait waouh, ce serait juste, voilà, c'est lui et moi on fait un, on fusionne. Et j'ai pas du tout, en fait, j'ai un rapport à l'échec qui est celui-ci, c'est que si il y a une épreuve en face de moi, plus elle est grande et plus je sais qu'il va falloir que je grandisse pour pouvoir y faire face. Et je me dis, ah ouais. Et je me dis, ah ouais, donc ça veut dire que là, pour passer cette épreuve-là,
faut que j'arrive à cette taille-là, à cette force de caractère-là, faut que j'y aille. Mais avant d'avoir le résultat, ça va peut-être être des moqueries, ça va peut-être être des fails, ça va peut-être être des loupés de dingue. Mais ça va appartenir à tous ceux qui sont là pour juste faire partie du, ils sont juste, ils sont censés être là dans juste une petite partie de ma vie. Tu vois? C'est souvent ceux qui parlent le plus en plus. Elle est pas en face de toi, parce que, tu vois? Et le reste, ceux qui restent là, à savoir déjà toi ton caractère, toi, et ceux qui ont vécu les tempêtes avec toi, mais c'est juste génial. Après, tu répètes le truc, t'as de moins en moins peur. Aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer, là, je suis en Afrique, j'essaie de contribuer au fait de développer des écoles pour faire en sorte que les gens aient envie d'entreprendre et se former ici. Je me dis, bah ouais, c'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan, ça fait peut-être rire certains. Tu vois, il y en a qui vont dire, Et mais comment il est tu gères compétent en les quoi, lui, le... moqueries? Comment tu les gères, ces Comment? moqueries? Les moqueries, comment tu les gères, toutes les personnes qui parlent dans ton dos, puisque là où ça fait fuir et ça fait peur à beaucoup, toi, tu en fais fi, comme on dit. Euh, comment tu arrives, je parle intérieurement, hein. On parle pas de ce que tu Alors, dis, du discours. intérieurement, il faut, je pense que tu peux pas esquiver le fait de prendre rendez-vous avec toi-même tous les jours. Tu peux pas esquiver le fait Qu'est-ce que ça de veut te faire dire, prendre accompagner. rendez-vous avec soi-même? Bah, par exemple, à 5h30, je sais que j'ai mes rituels avec moi-même. C'est-à-dire qu'en silence, pas connecté au monde. Il y a pas de j'ouvre mon portable ou quoi. Parce que, à partir d'un moment, il faut à chaque fois que je me rappelle et que je me répète le pourquoi je me lève, si j'ai la chance de me lever. Tu vois? Donc, déjà, il y a ça. Il y a le fait aussi de s'entourer de quelqu'un qui puisse te dire ce dont tu as besoin et pas forcément ce dont tu as envie. Oser être coaché, être accompagné. Et aussi, l'une des choses qui font aussi ma force, c'est que je suis pas connecté à énormément de monde, à autant de monde que ça. Mais par contre, je sais qu'au moins une fois dans le mois, tu vas m'en trouver, exemple, dans un club de personnes qui vivent les mêmes choses, qui font des trucs dans leur domaine d'expertise, qui vivent les mêmes choses que toi, qui sont eux aussi pas forcément... T'es en interaction avec du monde, mais t'es pas si connecté que ça au monde. Moi, je distingue vraiment, je fais la différence entre quelqu'un qui admire ton statut et quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui te connaît, il a vécu, il s'est connecté à toi par rapport à quelque chose de fort, tu vois. Mais, mais les autres, en fait, ils te connaissent pas. Je suis vraiment le distinguo. Je sais que j'ai à leur apporter. Si ça peut les inspirer, tant mieux. Mais j'ai besoin d'aller me renouveler. Donc, j'ai besoin de me retrouver une fois par mois dans des endroits où je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Tu vois? Donc, le rendez-vous avec soi-même, le fait de se faire accompagner et de me réunir dans les endroits avec des pairs, mais qui sont pas du tout du même milieu ni du même métier que moi. Quelle différence il y a, et est-ce qu'il y a une différence entre Enoch Efa, le boxeur, et Enoch Efa d'aujourd'hui? Bah aujourd'hui, il est toujours boxeur. C'est-à-dire que je fais les choses avec punch. Ouais, La t'es un différence, puncher, hein, parce que j'ai une stat qui est incroyable. 50 victoires, dont 41 KO. Non, mais oui. c'est quoi? Tu as trouvé la faille de l'homme, parce que tu parlais de puncher. J'ai l'impression que là, tu as trouvé le truc qui fait off sur les adversaires. Bah oui, ce qui faisait off, en fait, c'était la différence. Dès que j'ai compris la différence entre combattre contre quelqu'un et combattre pour quelque chose, ça a fait la différence. Du coup, tu ne cherches pas le chaos. C'est toi-même le chaos, en fait. Waouh! Tu vois, quand tu combats, Tu es non le mais chaos. c'est toi le chaos. C'est ça, c'est que à partir du moment, tu sais, là, ce que tu es en train de faire, toi-même, t'es le chaos dans le sens où, tu vois, tu as choisi un sujet. Tu te mets toi-même, entre guillemets, pas à nu, mais tu t'éclates tout, tu mets tout en place pour pouvoir reconstruire les plus belles choses, elles naissent du chaos. Mais tu ne le cherches pas. Tu as quelque chose qui t'inspire de plus grand que le chaos. Donc, à partir du moment où tu apprends que quand tu combats pour quelque chose, tu passeras par cette phase de chaos, et ben, en fait, dans les résultats, si on parle au niveau boxe, bah, ça augmente, en fait, ton nombre de KO physiques parce que on est dans une catégorie qui est la catégorie poids lourd, mais tu es dans un tel lâcher prise combiné à une conviction qui fait que quand tu mets un coup, mais c'est pas un coup avec les muscles, tu mets un coup avec le cœur. Quelqu'un qui met un coup avec le cœur,
C'est comme quand t'agresses une femme avec son enfant, tu sais pas ce qu'elle est prête à faire pour pouvoir sauver son enfant. Tu vois? Là, elle fait avec le cœur. Mais physiquement, sur le papier, elle n'est pas forcément plus forte que toi. Mais là, c'est pareil. Donc, quand j'ai compris que je pouvais combattre pour quelque chose de plus grand que juste le sport, ça a augmenté mais drastiquement mes résultats. Parce que, en fait, aller à l'échec dans mes entraînements, me retrouver même à vomir, ça me dérangeait pas. Me retrouver à ce qu'on rigole parce que les premières fois tu fais tes prises de parole, t'as des auréoles comme ça, tu te prends ta première vanne, oh, t'as cru que t'étais un sang, toi, avec tes auréoles. Bah ouais, bah c'est pas grave, si, c'est parti. Et t'y vas, parce que t'es dans une combinaison entre du lâcher prise et le fait que tu sais que tu combats pour quelque chose. Donc sur le ring, ça s'est traduit par des KO. Après, quelle est la différence entre le Enoch boxeur et le Enoch d'aujourd'hui? C'est que euh, je peux résumer ça en une phrase, c'est que je continue de cultiver vraiment encore plus que jamais ma singularité. Si tu me trouves bizarre, chelou, je ne sais quoi, je sais que c'est ma singularité, c'est parce que là, tu es en train de voir ce que je suis. Tu Là où il y parlais a tout eu des à l'heure moments de dans le... vulnérabilité, j'ai voulu te dire authenticité, et c'est exactement ce dont tu parles maintenant. Oui, c'est ça, c'est l'authenticité. Se dire, ben voilà, à partir d'un moment, si on veut créer une synergie entre ton énergie et la mienne, pour que ça fasse une synergie, faut qu'il y ait ta singularité plus la mienne. Mhm. Faut pas que ce soit un clown, j'ai pas à chercher à te convaincre ou à quoi au caisse. Et il Toi faut qu'on plus se moi, ça donne rencontre une pour troisième qu'il y ait une idée. synergie. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, bah, le Enoch d'aujourd'hui, il a pris toutes ces leçons-là, il les prend, et tous les jours, il essaie de cultiver sa singularité avec, au service d'un but. Et je combats pour quelque chose, ça m'anime. Est-ce que tu peux déjà faire un bilan de ton après-carrière? Alors, c'est difficile de déterminer à quel moment est arrivé l'après-carrière parce que finalement, la boxe a toujours été là, tu es encore boxeur. Est-ce que tu es dans ton après-carrière ou finalement ta carrière continue de boxeur? Parce que tu es un puncher de la vie, finalement. Ouais, en fait, c'est ça. Mon après-carrière, elle a commencé dès que j'ai été dans le haut niveau. C'est-à-dire que mon après-carrière, en fait, pour moi, le futur se construit dès à présent. Tu vois? Ça, il faut que je me note celle-là. Le futur, ça se construit dès à présent. Dès que tu rentres dans ta carrière d'athlète de haut niveau, tu dois directement établir, en fait, ce à quoi tu veux aspirer et ce que tu veux créer à partir de ça. Tu vois? Faut que tu te crées une voie. Tu sais pas quelle est la destination finale, sauf pour certains, mais le futur se construit dès à présent. Donc, en fait, mon après-carrière, c'est construit dès le départ. Je me rappelle de certaines phrases que je sortais à l'époque. Je disais, hey, moi, je pratiquerai la boxe beau gosse, hein. Moi, je serai pas comme toi, moi, mon nez sera pas à côté de l'oreille, hein. Et des fois, ça énervait des gens. Je disais, mais non, moi, je te dis, moi, mon nez sera pas à côté de l'oreille. Moi, c'est la boxe beau gosse. Donc, j'étais là, et puis, j'apprenais à me déplacer au-delà de mes 100 kilos. Je me disais, faut que je me déplace, faut que je me déplace. Non, non, non. Après, quand je voyais des commentateurs dire, oui, il a une boxe féline, je dis, bah ouais, bah ouais. Et c'était comme ça. Dès le départ, mon futur, je le construisais pour moi. T'as des références comme Mohamed Ali ou d'autres, Mayweather, enfin, on peut prendre plein de personnes comme ça, qui dès le départ savaient comment ils voulaient terminer, tu vois. Et pour moi, pour tout athlète de haut niveau, tu devrais te poser la question, là, si aujourd'hui c'était ton dernier jour, comment tu aimerais terminer ton dernier jour? Dans quel état d'esprit? Tu vois? Et du Mhm. coup, bah, ça fait que ta carrière se termine jamais. Moi, ma carrière, je sais pas, peut-être que oui, ne plus faire de compétition au niveau, même si j'en ai prévu une pour l'année prochaine. Euh, oui, mais ça prendra une autre forme. Donc l'année prochaine, il est prévu que tu sois encore sur un ring. Oui, j'ai décidé de réunir 300 dirigeants autour d'un ring pour lancer un mouvement en fait de promotion d'entrepreneuriat à la française. Et ces 300 dirigeants devront être tuteurs, choisir en fait de quelles personnes ils vont être tuteurs pour qu'au bout de 6 mois, ils puissent monter soit leur boîte ou ne serait-ce que entreprendre dans une boîte. Et donc pour ça, à cet effet-là, je voudrais faire enfin un autre champion du monde et Waouh. l'organiser et lever des fonds. Ok. Donc l'Enoch EFA entrepreneur, c'est loin de s'arrêter quoi. Là, c'est vers l'infini et au-delà, avec toujours plein d'idées, j'ai l'impression. Je pense qu'après, je vais avoir un malin plaisir à voir des mini-entrepreneurs qui vont prendre la suite, le succès, et que de là où je serai peut-être dans 30 ans, je sais pas, dans 50 ans, bah, je regarderai de là où je serai, je dirais, ouais, c'était bien
d'initier ça, d'apporter sa petite touche à ça, tu vois. Là, cette année, c'était plus l'année de la sortie du livre. Je suis en train de valider mon master, parce que je m'étais retrouvé avec 2 bacs+4 et je me suis dit, bah, c'est après on était passé en LMD, la licence, master, doctorat. Ouais, Et je me suis dit, je fais bon, partie de la voilà. même école, hein, donc moi j'ai connu DUG, licence, c'était Ah, maîtrise à d'accord. l'époque, moi c'est... Donc oui, Toi, moi t'as je suis gardé passée l'Afrique. au moment où j'étais en maîtrise, c'est passé en master, donc tu vois, D'accord. Eh ben, t'as gardé la fraîcheur, là, parce que j'arrive pas à te donner d'âge, donc, c'est pour Ah ça que ben moi, je te j'aurai précise des choses. 42 ans dans quelques semaines, donc tu vois. Ah, ben là, mais c'est encourageant. Black don't Il y en a qui crack. doivent être étonnés Oh pour toi. Ah, Black Dog Track, ah oui, ben là, waouh, la preuve vivante. Ah bah écoute, ouais, Non, non, mais à 1h55 du matin, je t'as prends. vu? Tout à l'heure, c'est toi qui prenais, c'est moi qui prends cette fois. Donc voilà, cette année, c'était ça, tu vois, c'était de boxer autrement, juste structurer ses idées, les mettre à l'écrit, valider ses diplômes, machin, et puis après, on va remettre ça en mouvement pour l'année prochaine. Ok. J'allais te demander, pour tous les sportifs de haut niveau qui nous écoutent, quel message tu voudrais leur adresser, mais je crois qu'il est assez clair, puisque tout à l'heure, tu nous disais que l'après-carrière, ça commence maintenant, que le futur, ça commence maintenant. Donc j'imagine que c'est peut-être un début, en tout cas, de ce que tu voudrais leur dire. Oui, c'est ça, en fait. Pensez au-delà de la carrière. Vous n'êtes pas votre carrière. Vous êtes un individu à part entière qui utilisez votre carrière, mais pour quelque chose. Essayez de terminer la phrase, je contribue à. Terminez cette phrase, je contribue quoi? À révéler des potentiels, à inspirer, à nourrir ma famille, je sais pas. Terminez cette phrase et vous n'êtes pas votre carrière. Avoir une carrière, c'est pas être une carrière. Et votre futur, en fait, il se construit dès à présent. Entourez-vous de personnes qui vont vous aider à identifier vos besoins et à avancer par rapport à vos besoins. C'est pas forcément agréable. Parce que les athlètes de niveau, on est des petits capricieux. Hein. T'as beaucoup de chochottes. Mais laisse tomber. Des fois, t'es là. Quand tu découvres le monde du sport du niveau, t'as l'impression d'être dans un centre de loisirs, des fois. Tu vois. Et entre ceux qui veulent pas se donner les moyens de se faire accompagner, entre ceux qui gagnent... oh, en fait, aujourd'hui, t'es en 2024. Tu as tous les moyens qu'il faut pour réussir, mais il faut que tu te les donnes. Faut que tu distingues la différence entre investir et perdre, tu vois. Donc à partir de là, franchement, aujourd'hui, bah, je souhaite vraiment à tous les sportifs aujourd'hui de pouvoir briller à travers ce qu'ils sont et qu'ils comprennent que ce qu'ils sont aura plus d'impact que ce qu'ils ont. On oublie vite les titres, on oublie vite l'échec, on n'oublie pas en fait les personnes qui arrivent à aller au-delà de l'échec. Oh là là, 1h57. Moi, je vais quand même finir par dire qu'on peut aussi appliquer la méthode Enoch-Effa, parce qu'il y a le A de attitude, le M de méthode. Après, c'est quoi? Changer Et d'environnement le A de action. Et le et A le A de de action. Action. Ah, mais mettre franchement, ses t'es vraiment valeurs en très fort. mouvement, en énergie et l'engagement. C'est un peu ça la méthode Enoch-Effa. Exactement. C'est ça. Mets-les en mouvement, en énergie. Et après, crée des synergies avec des personnes avec lesquelles vous allez vous tirer vers le haut. Ah, c'est trop fort. Franchement, Et devenez le champion de votre ring et de votre propre c'est vie. ça. Et ça, c'est ta phrase. J'ai été inspirée. Voilà, tu voulais être inspirant. Ben voilà, tu m'as inspiré pour ce podcast. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de ton livre, 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. On y retrouve donc ton parcours de vie, ta philosophie, des métaphores, des méthodes de coach dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis, franchement, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Merci encore d'être descendu de De même, l'avion, d'être franchement. allé manger, de te réveiller dans un peu moins de 4 heures. Et au plaisir de se croiser, parce qu'on s'est jamais vu en vrai, de vrai. Mais je Oui, pense que ça arrivera très vite. Je sais pas pourquoi je le vois bien comme ça. je vois bien comme ça aussi. Merci à toi aussi, cher auditeur, d'être resté jusque-là avec nous. Si les thématiques évoquées ici te parlent, sache que je les aborde dans un programme en tant que coach thérapeute, car j'accompagne les sportifs et anciens sportifs de haut niveau. Donc, si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, tu sais même pas par quel bout commencer, tu sais même pas si t'es heureux ou si t'es triste, et que tu veux trouver ton pourquoi,
comme Enoch et moi, on a parlé dans le podcast, eh bien sache que tu peux me contacter sur les réseaux. Tu peux contacter également Enoch Efa sur ses réseaux. Mon mail, tu le connais, c'est contact. Nokefa, Nokefa, @gmail.com. Ah bah voilà. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que rien n'est jamais perdu. On te l'a prouvé encore aujourd'hui. La vie, c'est un ring de boxe et que tant que la partie n'est pas terminée, tant que le gong n'a pas retenti, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Another podcast, another Glad One.